Bonsoir tout le monde. Donc, moi je suis Pierre Laurent de la société Atka. Merci beaucoup à POS Bakers d'organiser ce meet-up, c'est très cool, et au garage de nous recevoir. On va parler de staking ce soir et d'interopérabilité. Quel est le niveau de connaissance en général? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent très bien ce que c'est le staking? Pour orienter un peu les questions, savoir si on reste sur quelque chose de plutôt simple ou si on va pas mal dans le détail. Qui connaît très bien le staking? Ce qu'est le staking, proof of stake? Ok, donc on va rester plutôt simple. C'est bien, ça va faire une bonne intro. Donc, je propose d'abord que chaque personne se présente, peut-être en commençant par Gaut. Donc en 2 mots, voilà ce que tu fais, présente un peu pour qui tu bosses. Voilà. Bien sûr. Bonsoir, donc moi c'est Gauthier, je travaille depuis à peu près 2 ans et demi chez Tendermint. Donc, Tendermint c'est une société qui développe du logiciel principalement. Donc on est connu pour avoir été les principaux développeurs du stack Cosmos, donc le logiciel de consensus Tendermint, le Cosmos SDK et maintenant IBC qui est un protocole d'interopérabilité. Donc bon, je dirais qu'on est un des pionniers du staking avec évidemment Ethereum, Tezos et d'autres protocoles du style. Voilà. Donc chez Tendermint, moi personnellement, j'écris des spécifications techniques, je fais de la documentation et je fais aussi pas mal de relations de développeurs. J'aide les gens à construire sur notre stack. Et en parallèle, j'ai aussi créé une société qui fait du coup de la validation, donc vraiment en lien avec le staking, qui s'appelle CastleNode. Et on est principalement basé sur les réseaux Cosmos. On est un affilié de Tendermint. Et moi, c'est Julien Bouteloup. Donc, je suis CEO de Stake Capital, qui est un fonds d'investissement. On a à peu près 20% du business model qui fait du staking. On fait aussi tout ce qui est liquidity provider, market maker. Et à peu près 4-5 mois, on a annoncé tout ce qui était produits financiers, produits dérivés, et notamment arbitrage, avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les flash loans, qu'on fait pas mal les news récemment. Donc voilà, c'est Stake Capital. On est à peu près sur une quinzaine de networks, avec tout ce qui est en test à peu près une vingtaine, tout ce qui est staking aussi. Ouais. Voilà. Mon nom, Antoine Herzog, je suis CEO d'IOV, une société française. On fait une blockchain basée sur Tendermint qui permet en fait de résoudre un identifiant humain et donner une liste d'adresses cryptographiques, Bitcoin, Ethereum et autres. On existe depuis 2 ans, on est en mainnet depuis octobre 2019 et aujourd'hui on est dans la phase d'adoption avec nos partenaires, les wallets. Bonsoir à tous, Edouard Lajdal, cofondateur de POS Bakers. On est une société de staking, on opère des nodes donc sur des blockchains proof of stake. On opère sur 8 réseaux en mainnet, dont Tezos, Cosmos, quelques réseaux de l'écosystème Cosmos, Icon et l'écosystème Polkadot et Kusama notamment en mainnet. Bon, voilà. On opère des nodes pour maintenir ces réseaux sécurisés et décentralisés. On est une équipe de 4 personnes basée en Europe et on est très content de vous accueillir ce soir avec le garage. Super, on va peut-être commencer par la question la plus basique. Qu'est-ce que c'est que Proof of Stake et quel problème ça résout? Peut-être Edouard, tu es sur ta lancée. Avant, on a toujours le Proof of Work. Donc, Proof of Work, donc algorithme de consensus. L'octroi du prochain bloc se fait grâce à la résolution d'une équation très complexe. Pour résoudre cette équation, il faut beaucoup de puissance de calcul et les nodes se font concurrence sur la puissance de calcul. Ça a donné ce que ça donne. On a le réseau Bitcoin qui consomme l'équivalent de 0,3% de la consommation électrique mondiale, l'équivalent de la Suisse. Mais au moins, c'est sécurisé. En tout cas, on pourrait croire que ça l'est. On a, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Messari, qui est le Bloomberg de la blockchain. Il y a une colonne dessus, donc il y a le coût de l'attaque pour un réseau Proof of Work. Il y a déjà des réseaux Proof of Work qui sont fait attaquer, des réseaux qui valent des centaines de millions en market cap. Parfois le coût pour prendre le contrôle du réseau, pour
faire une 51% attaque, il est dans les dizaines de millions d'euros. Donc, a été créée l'alternative qui est le Proof of Stake. L'octroi du prochain bloc se fait par un processus de loterie. Pour participer dans cette loterie, il faut verrouiller vos tokens dans le réseau. Vous avez le choix d'opérer l'infrastructure vous-même et de les verrouiller à vous-même, ou de verrouiller à quelqu'un qui opère de l'infrastructure pour vous, comme nous ici présents. Les avantages du Proof of Stake, déjà ça consomme moins, puisqu'on ne se fait pas concurrence sur la puissance de calcul. Et aussi, c'est assez sécurisé, puisque pour prendre le contrôle du réseau, il vous faut bien acheter suffisamment de tokens et donc avoir un stake in the game qui vous désincentive à attaquer le réseau. Aujourd'hui, le Proof of Stake, c'est 20 milliards de market cap à travers à peu près 80 réseaux blockchain. C'est à peu près 50% de staking ratio en moyenne. Ça fait 10 milliards de market cap qui est staké, donc c'est une poignée de riz à l'échelle de la blockchain. Mais c'est en très forte croissance, beaucoup de protocoles vont s'y mettre, dont Ethereum, Cardano et autres. Julien, toi qui es dans l'écosystème depuis quand même vachement longtemps, comment est-ce que tu as vu cette trend émerger et est-ce que ça a été accepté au début et tout, et est-ce que les vrais avantages du Proof of Stake par rapport au Proof of Work sont aujourd'hui prouvés, et quel est ton point de vue là-dessus? Bon, Proof of Stake au début c'était pas forcément très accepté, c'était ce qu'on appelait les masternodes un petit peu, qui ont été un petit peu à l'origine du Proof of Stake. Je reviens un petit peu sur le Proof of Work. C'est pas en fait que les transactions ou les calculs sont extrêmement difficiles, qu'en fait c'est extrêmement facile en fait les calculs sur Proof of Work. C'est qu'en fait il en faut énormément en fait. Il faut tester toutes les possibilités. Donc c'est plus en fait aller à essayer de trouver la loterie avec énormément de décès. C'est surtout ça en fait. Et Proof of Stake en fait ce que ça fait. Au début, c'était pas forcément très bien accepté, mais vu qu'il y a des énormes projets blockchain qui se sont mis, ça a donné énormément de légitimité, énormément aussi de recherches qui ont été faites au niveau de la théorie des jeux. Donc oui, c'est plutôt bien accepté à l'heure actuelle dans la communauté, même si forcément à l'heure actuelle, il y a Cosmos et Tezos qui sont un peu les pionniers de Proof of Stake. Mais avec Ethereum qui arrive, avec un market cap de 25 à 30 milliards, c'est une énorme opportunité pour l'écosystème. Ouais, ok. Et du coup, ça me fait penser, est-ce qu'il y a différents, peut-être Gauthier, modèles de Proof of Stake et Antoine, après, tu pourras expliquer, enfin Gauthier, si tu veux parler de celui de Cosmos, par exemple, et en quoi c'est différent de celui de Tezos. Déjà, j'aimerais bien dire quelque chose par rapport au Proof of Work, Proof of Stake. C'est qu'en fait, de toute façon dans la blockchain, dès qu'on design une blockchain, tout est question de trade-off, c'est-à-dire de compromis. C'est-à-dire on prend quelque chose, mais on laisse autre chose. C'est-à-dire que le Proof of Work, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Le Proof of Stake en a d'autres. Le Proof of Stake, il a principalement émergé pour plusieurs raisons. Bon, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Proof of Work, ça consomme énormément d'énergie. Il y a aussi l'argument de la sécurité, qui est très débattu, mais on va dire que c'est vrai que c'est difficile pour plusieurs blockchains Proof of Work de grosse taille d'exister en même temps, puisqu'en fait la capacité de calcul est fongible alors que les assets de staking ne le sont pas. Mais il y a la principale raison pour laquelle le staking a besoin d'exister, c'est des questions de scalabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les réseaux Proof of Work, c'est assez difficile de faire scaler de manière générique une chaîne. D'un point de vue de Bitcoin, a un temps de bloc de 10 minutes pour une raison de sécurité. Ethereum a réussi à la réduire un petit peu, mais il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Donc d'un point de vue scalabilité, c'est très compliqué avec une blockchain Proof of Work d'arriver à des millions de transactions, etc. C'est vraiment assez compliqué. Alors, on peut faire du cas par cas, donc par exemple Bitcoin, avec le réseau Lightning, arrive à avoir des stratégies pour contourner ça, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être généralisé pour toutes les applications, c'est quelque chose qu'il faut faire au cas par cas. Donc, Bitcoin ouvre un chemin particulier, mais si on veut prendre toutes les applications et on veut rendre ça facile pour les gens de développer des applications décentralisées, le staking est obligatoire. Et c'est pour ça qu'on voit la plupart des grosses blockchains qui font des applications décentralisées, Tezos, Cardano, Ethereum et même Cosmos de cette façon, même si le design est un peu différent,
partent naturellement vers le proof of stake parce qu'ils se rendent bien compte qu'avec un proof of work, on ne va pas très loin pour faire des applications décentralisées. Donc, je voulais juste préciser ça pour donner un peu de perspective. Ça ne veut pas dire que le proof of work ne sert à rien, c'est bien pour certains cas d'usage. On va dire que pour la plupart des applications décentralisées qui ont besoin d'un grand volume de transactions, le proof of stake est plus adapté. Maintenant, la différence entre les protocoles proof of stake ne sont pas énormes, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de convergence. Au début, ça partait peut-être un peu dans tous les sens. D'ailleurs, je préciserais que ce n'est pas Ethereum, ni Cosmos, ni Tezos qui ont inventé le proof of stake. Il y avait déjà des blockchains avant qui faisaient comme NXT, avec leurs problèmes évidemment, comme le nothing at stake. Mais bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Les différences ne sont pas énormes. Donc, par exemple, si vous avez staké sur Tezos, vous aurez à peu près la même expérience utilisateur que si vous stakez sur Cosmos. En revanche, il y a quelques différences. Donc, par exemple, sur Tezos, je suis un peu moins expert, donc peut-être que ça a changé, mais en tout cas, de ce que je sais, si vous ne faites pas tourner de nœud, c'est-à-dire que vous déléguez à un validateur, vous ne prenez pas le risque que vos tokens soient slashés s'il y a un problème. Alors que sur Cosmos, si votre validateur fait ce qu'on appelle une faute byzantine, c'est-à-dire que par exemple il signe 2 blocs à la même hauteur, ou alors, c'est pas une faute byzantine, on va dire qu'il est down, une partie de ces tokens peut être détruite, on appelle le slashing, et ça se répercute sur les délégateurs. Alors, il y a des raisons pour lesquelles chez Cosmos on a fait ça, des raisons de sécurité, etc. Après c'est des débats techniques. Mais voilà, donc il n'y a pas énormément de différence. Globalement, le staking ça fonctionne à peu près pareil. Vous avez des coins, vous les bloquez vous les bloquez. Une fois que vous les bloquez, vous êtes obligé de les déléguer à un validateur, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre. Après, vous commencez à avoir ce qu'on appelle des rewards. Et quand vous avez envie de récupérer votre principal qui a été bloqué, vous envoyez une transaction, vous attendez une certaine période de temps. Sur Cosmos, c'est 21 jours. Et voilà. Globalement, en fait, pour la personne, le token holder, voilà, c'est globalement la même expérience qu'il y a. C'est vraiment des détails techniques. Je rejoins Gauthier sur ce sujet. C'est vrai que c'est des petites différences qui peuvent s'apprécier en fonction du réseau. Et après, sur l'aspect économique, on est souvent sur la même... Comment est-ce que ça s'associe avec l'aspect économique? Est-ce que toutes les blockchains proof of stake ont un modèle inflationnaire ou... Bah justement pas. Enfin, après, ça c'est. Non, c'est qu'Alvin l'a pas, par exemple. On n'a pas d'inflation dans notre chaîne. Ouais. Après, donc ça, c'est des paramètres qui s'ajustent. Donc, ça fait partie justement des choses des variantes, on va dire. Après, l'inflation, ça permet de donner la souplesse. En même temps, c'est une façon artificielle de donner des nouveaux tokens, en sachant qu'il n'y a pas de valeur véritablement créée s'il n'y a pas une activité sous-jacente avec une vente ou une récupération d'un produit lié à l'activité de la chaîne elle-même. Après, je précise que le proof of stake, c'est un écosystème naissant. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est pas vraiment sûr des paramètres qui sont optimaux. On sait pas vraiment. On est en phase d'exploration, donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire bon bah on va pas faire d'inflation, d'autres qui vont dire on va laisser l'inflation être décidée par ce qu'on appelle la gouvernance, d'autres qui mettent une inflation fixe. L'écosystème va un peu chercher, tâtonner. Et après, je pense qu'on va commencer à avoir une convergence quand on trouvera un modèle qui fonctionne. Peut-être juste un détail, si Edouard ou Gauthier peut le donner. Qu'est-ce qui est at stake? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça proof of stake? Pour vraiment prendre les bases, est-ce que c'est toujours le token qui est au niveau du base layer de la blockchain elle-même ou est-ce que ça peut être autre chose? Dans le proof of stake, généralement, vous verrouillez vos tokens. Donc, voilà, soit vous le token de la blockchain sur laquelle on stake. Oui, le token de la blockchain sur laquelle on stake. Après, ça dépend des blockchains et il y a aussi des notions d'interopérabilité dont on va parler après. Mais généralement, vous loquez le token de la blockchain sur lequel vous stakez. Soit vous le loquez à quelqu'un qui opère l'infrastructure pour vous, soit vous opérez vous-même l'infrastructure et vous le loquez. Ça vous permet de voter déjà sur les network upgrades, ça vous permet de venir sécuriser le réseau et ça vous permet d'obtenir un yield. Ce yield, c'est une incentive à participer à la sécurisation et décentralisation du réseau. Et comme disait Gauthier, il y a des risques. Il ne faut pas forcément chasser le yield, mais plutôt vous êtes plutôt croire dans le protocole sur lequel vous stakez. Parce que c'est surtout une opportunité en fait, de ne pas être dilué par l'inflation.
plus que de gagner un yield supplémentaire. Ok. Et du coup, ce que ça a apporté le Proof of Stake, et qui est intéressant, et on en a le témoignage ici, parce qu'il y a 3 validateurs, c'est tout cet écosystème d'entités qui se sont dit, moi je vais jouer le rôle de validateur de telle et telle chaîne, et je vais laisser les gens me déléguer leurs tokens pour que je les valide pour eux, parce que valider, faire du Proof of Stake et valider des blocs, ça demande quand même un certain effort, une certaine infrastructure. Peut-être que... Ouais. C'est pas parce que ça demande un effort qu'on le fait. Hein. Ouais, mais par exemple, parce qu'on est payé moi à j'ai faire. essayé de runner un nœud Tezos, mais j'avais pas les capacités techniques de le maintenir. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que c'est dur à faire qu'on le fait. C'est Oui. parce qu'en fait, on est récompensé pour le faire. Voilà, donc pour toi, c'est juste une manière d'incentive économique construite au niveau du protocole. C'est le seul où tu as aussi peut-être une vision plus... Non, une vision de décentralisation, que ça aide l'écosystème. Ouais. Mais à la fin c'est aussi un business. Hein. Voilà, Faut c'est pas ça. l'oublier. On Donc, est il y a là un parce vrai que c'est un business aussi. business. Ouais. Je ne sais pas si vous savez comment nous on se récompense quand vous déléguez vos tokens. Qui est-ce qui a des Tezos, des Cosmos ou Et qui les délègue parmi tout le monde? Tout le monde un petit peu. Et qui les fait tourner son propre nœud de staking. Voilà, donc quand même 3 personnes. La différence, c'est quand vous déléguez des tokens, si l'inflation de la chaîne, je sais pas, on va dire qu'elle fait 10% par an, vous stakez l'équivalent de 1000 euros de Tezos, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, grosso modo, vous aurez à peu près 100 euros, moins le fees, donc la taxe que le validateur va charger pour faire tourner ce mécanisme de validation. Et si vous faites tourner votre propre baker ou propre validateur, alors vous allez récupérer tout l'ensemble des rewards de l'inflation, moins le coût que ça va vous coûter à faire tourner cette infrastructure. Donc le temps plus l'expertise technique. Mais si on est là en tant que validateur, c'est parce qu'aussi on participe peut-être dans la décentralisation, mais il y a aussi un aspect économique, faut pas l'oublier. Et pourquoi je déléguerais mes Cosmos ou mes Tezos à toi plutôt qu'à Gauthier ou plutôt qu'à... Ça, c'est une très bonne question. Après, Voilà. Ça peut être simplement quelqu'un qui va... Je crois qu'on a déjà eu cette discussion-là en ligne, mais il y a beaucoup de personnes, je pense majoritairement, vont regarder pour faire le meilleur profit. Donc, meilleur profit, ça veut dire quel validateur va charger le moins de taxes, de fees. Par exemple, il y a un des validateurs sur Cosmos qui s'appelle Sunny, Sika, qui chargeait 0%. 0%, et c'est lui qui est arrivé pratiquement, je crois, à la fin, qui a récupéré le maximum d'atomes. Donc il assume tout seul la charge de faire tourner ses validateurs. C'est surtout de l'université façon qui Ok. assume la charge. Ok. Donc voilà, c'est ça. Sinon après, pourquoi aller d'un validateur à l'autre? Bon, peut-être vous avez des affinités plus ou moins fortes pour un des validateurs, ou alors parce que vous avez confiance que ce validateur va pas être slashé, ou alors parce que vous avez confiance qu'il va donner, par exemple sur Tezos, vous avez un système de rewards qui devait être appelé régulièrement. Donc est-ce que les payouts vont être faits régulièrement? Sur Cosmos, c'est automatique. Après, vous avez des chaînes sur Ethereum comme LivePeer, Loom et tout ça comme ça, c'est automatique. Donc ça va vraiment dépendre. Est-ce que vous êtes plutôt sur un aspect, je veux faire le maximum d'argent possible, ou est-ce que je veux aider la communauté? Je peux faire aussi beaucoup d'argent et aider la communauté, mais est-ce que je veux aussi, est-ce que j'ai plus confiance dans un validateur qui va pas être slashé à long terme ou à court terme, des choses comme ça, quoi. Et peut-être, j'imagine qu'il y a aussi un aspect sécurité. Tu disais, Gauthier, que quand on choisit un validateur, on met une certaine proportion de ces tokens à risque si le validateur fait défaut. En termes de sécurité de ton validateur, si quelqu'un a réussi à l'attaquer, quelles sont les mesures que tu mets en place pour te protéger, et est-ce que ça diffère, est-ce que chacun des validateurs a des mesures différentes, et en quoi c'est important que... Donc voilà, une des raisons pour laquelle sur Cosmos, les délégateurs sont à risque, c'est pour les inciter à ne pas regarder que la commission. C'est pas sûr que ça ait complètement marché parce que les gens ont encore du mal à comprendre tout le fonctionnement, tout le mécanisme des algorithmes Proof of Stake, mais globalement, l'idée c'est de se dire, bon, s'il n'y a que la commission, c'est vrai que les gens vont avoir tendance à aller directement à la commission la plus faible. Par exemple, si la commission est de 10%, c'est-à-dire qu'on vous taxe 10% de vos revenus, enfin 10% de vos revenus vont au validateur à qui vous avez délégué. Alors que donc, si vous avez aussi la possibilité de vous faire slasher si le validateur ne fait pas bien son job, c'est-à-dire que ses machines tombent en panne, ou alors qu'il signe 2 blocs à la même hauteur, ça peut être fait de manière intentionnelle, malicieuse, ou alors parce qu'il a foiré son setup.
dans ce cas-là, vous aussi, vous perdez de l'argent. Donc, et comme le slashing est important, c'est jusqu'à 5% de votre principal, c'est quand même pas mal. Évidemment, les gens prennent en compte ce facteur. Donc, il y a des validateurs qui ont plus de commissions, mais qui sont vus comme étant plus sécurisés, voilà, plus, etc. Et du coup, ils ont quand même une bonne délégation parce que les gens n'ont pas envie de se faire slasher. Donc, voilà, c'est un compromis à voir. Est-ce que je m'intéresse que à la commission? Est-ce que je m'intéresse que... Parce que sachant que faire tourner une infrastructure qui résiste mieux au slashing, ça coûte plus d'argent que de faire tourner un nœud dans le cloud qui peut se faire détruire en 2 secondes. Enfin, voilà. Nous, chez CapsuleNode, on a des mécanismes de sentries, on a quasiment tous les validateurs ont des mécanismes de sentries, mais voilà, on utilise des HSM assez développés. Enfin, on a pas mal de mécanismes en place. D'ailleurs, c'est mon associé qui gère ça, qui a 20 ans d'expérience pour sécuriser les machines, etc. Donc il faut quand même des gens qui sachent faire pour éviter justement ce risque de slashing. Donc ça peut être un différenciateur. Après, je pense que les différenciateurs, honnêtement, sur le long terme, on ne les connaît pas encore. Donc aujourd'hui, il y a les échanges centralisés comme Binance, Coinbase qui commencent à rentrer sur le staking. Peut-être en parler, je ne sais pas. Mais, ouais, si, c'était une question. Eux, ils vont sûrement avoir beaucoup de validation, enfin de délégation, juste parce qu'ils ont énormément de clients. Il y aura peut-être d'autres gens, comme des fonds d'investissement, la Stake Capital, qui vont pouvoir avoir de la délégation comme ça. Il y a des gens qui... il y a plein de personnes qui vont peut-être développer des business autour du staking ou d'autres trucs complémentaires. Par exemple, nous, on est plutôt, comme a dit Gauthier, on va plutôt en fait, aller assez agressif sur le marché. On va offrir des 0% dans tout ce qui est fees. Et en fait, la raison pour laquelle, c'est parce que on pense que l'écosystème va bouger sur du 0%, parce que les échanges vont donner du 0% sur le marché. Donc nous, en fait, on développe des produits dérivés par-dessus les stakings qu'on offre. Est-ce que ces gros acteurs centralisés, vous les voyez comme une menace pour le business model même des validateurs? Si je suis un utilisateur et que je vois un validateur individuel qui a une fees de 10% sur mes rewards, et qu'à côté, Binance me dit si tu laisses tes Tezos sur ma plateforme, ça stake automatiquement pour 0%. Qui est-ce qui utilise des échanges centralisés ici pour staker? Qui est-ce qui laisse déjà ses assets sur des échanges centralisés? Ouais. Qui est-ce qui, du jour au lendemain, si on lui dit vous êtes taxé 0%, ça vous dérangerait de gagner plus d'argent? Ou alors on nous dit, bon bah écoute, au lieu de gagner 100%, on va te prendre 10%. Je veux dire, les études qu'on a fait tourner en ligne et tout ça comme ça, les gens disent bah moi j'irai au moins cher, quoi. C'est dommage, mais après c'est la réalité des choses. Est-ce que c'est vraiment un argument dans un écosystème où le token en lui-même peut faire x10, x20, x100? Est-ce que c'est 10%? Ça fait vraiment une différence dans le... Peut-être Antoine? Non, je partage l'avis de Julien. Je pense qu'effectivement les personnes en général choisissent les fees les moins importantes, et si elles peuvent avoir aucune fee, c'est-à-dire 0%, donc on privilégie les acteurs qui évidemment proposent le moins possible, enfin proposent aucune fee. On l'a vu, nous sur Tezos, on est passé à 0%, dans ce coup on a fait x3 quoi. En termes d'utilisateurs, de stake de stake, on a monté à... Bah là, ce serait l'équivalent de pratiquement 6 millions d'euros. Okay. Et après, là, on a remonté parce que on a... En fait, la raison pour laquelle on a décidé à 0%, c'est qu'en fait, on a les produits dérivés qui devaient sortir. Et on avait dit, fin janvier, on en sera à 0%. Et ensuite, les produits dérivés arrivent. On a recommencé à remonter les fees parce qu'en fait, les produits dérivés permettent en fait de sortir. C'est un mécanisme qui permet de sortir ses principales, les intérêts sur le marché quand les tokens sont lock, parce qu'en fait, quand ils disent lock, quand vous avez délégué chez Cosmos ou Tezos, vous avez vos assets qui sont lockés pendant 21 jours. Et ça, en fait, si vous avez par exemple 10 000 euros sur Tezos, sur Cosmos ou sur notre chaîne Ethereum, si vous avez 10 000 euros et que vous voyez que le marché monte, comme par exemple sur Tezos qui monte à 4 ou 5 dollars, et que vous voulez sortir, vous ne pouvez pas en fait. Il faut attendre 21 jours. Et pendant ces 21 jours, vous n'allez pas récupérer les intérêts. Donc il y a toutes ces incentives-là qui ont été faits dans le protocole. Certains diront que c'est pour faire que le protocole soit solide, mais s'il y a la possibilité de construire des produits financiers par-dessus, des produits dérivés qui permettent de sortir tout en restant loqués, c'est un peu compliqué, mais en fait c'est une sorte de bond. En fait, vous vendez votre ownership dans ces assets qui sont loqués. Et ça peut être super intéressant. Et nous, c'est là-dessus qu'on vise.
Et on l'a vu en augmentant les fees que maintenant des délégateurs veulent sortir, alors que dans le chat ils disaient non, nous on est là, c'est pour la vision, c'est pour la décentralisation. Et une fois qu'on commence à jouer avec les chiffres, voilà, le porte-monnaie parle, quoi. Je pense que ça c'est un des challenges de l'écosystème Proof of Stake en général. C'est surtout un challenge au niveau de l'éducation des token holders. On a beaucoup débattu, voilà, pourquoi un détenteur de token va choisir un validateur plutôt qu'un autre. Et en réalité, la bonne démarche, c'est de se diversifier auprès de plusieurs validateurs, un peu comme vous faites en finance quand vous investissez dans des fonds. Là, c'est pas pour la performance parce qu'elle est un peu fixe à part les fees, mais c'est plus pour le slashing. Vous avez moins de chances finalement d'avoir tous vos assets slashés si vous mettez vos œufs dans différents paniers. Nous, c'est un des challenges sur lesquels on travaille. On éduque beaucoup les token holders sur la diversification. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de validateurs qui sont à 0%. Il y a l'arrivée des custodians et des exchanges qui ont tout intérêt à se mettre à 0% comme un add-on à leur core business, d'être un custodian ou d'être un exchange. Nous-mêmes, on s'est mis à 0% sur certains protocoles comme Cosmos récemment. Mais c'est avant tout bien parce qu'on voulait faire plaisir à nos délégateurs pour une certaine période de temps. On a vu que ça fonctionnait, qu'on a gagné plus de délégateurs. Après, nos clients, d'une manière générale, c'est pas forcément les mêmes clients que ceux qui vont rester chez Binance ou chez le custodian. Nos clients à nous, c'est surtout des gens qui aiment avoir la propre custody de leurs assets. On ne cherche pas à concurrencer Binance là-dessus. Beaucoup, ils utilisent donc, des clés Ledger pour se sécuriser et ils choisissent ensuite de déléguer à des acteurs comme nous. Sur l'infrastructure, je pense que c'est quelque chose qui est devenu assez commoditized dans l'écosystème. J'aime à croire que tous les validateurs utilisent des Sentry, des data centers, du HSM. On voit d'ailleurs l'émergence d'infrastructure service providers qui permettent à ceux qui n'ont pas les compétences d'infrastructure de aussi lancer un validateur. Donc il y a une nouvelle émergence d'un nouveau challenge au niveau de la centralisation, mais je pense que les barrières techniques sont tombées et un délégateur n'a pas vraiment besoin de skills. Non, et puis surtout il ne peut pas voir quel est vraiment le setup derrière une infrastructure qui affiche 100% d'uptime. Toutes les infrastructures affichent quasi 100% d'uptime sur Cosmos jusqu'à ce que ça casse. Puis surtout que l'uptime ça sert à rien en fait. L'uptime ça sert à rien parce que ça sert à rien tant que tant la plupart des gens sont à 100%. Je veux dire voilà, c'est ça, c'est le but de la blockchain, c'est pas d'avoir tout le monde à 100%. Le but c'est qu'on fasse tourner des blockchains sur les téléphones qui peuvent tomber en rade. C'est ça en fait le futur de la blockchain, la décentralisation. C'est pas d'avoir des infrastructures robustes 100%. Si moi je suis rationnel et que je vois que mon validateur loupe systématiquement 10% des blocs qu'il est censé valider. Non mais je veux dire, le uptime ça sert à rien, c'est que 100%, c'est déjà 100% ça n'existe pas. C'est impossible. Vous pouvez prendre l'infrastructure que vous voulez, mathématiquement parlant, c'est impossible. Mais faut avoir un uptime relativement correct. Mais 100% c'est pas. Donc juste pour préciser ce que tu disais, je trouvais ça intéressant. Autour du business des validateurs en tant que tel, il y a des nouveaux business d'infrastructure qui donnent aux validateurs les infrastructures nécessaires, qui les maintiennent. Donc c'est encore un nouveau business autour de ce business des validateurs. C'est un gros challenge du proof of stake de manière générale. Ça ajoute une couche de centralisation dans le réseau. Puisque, alors déjà on a une certaine couche de centralisation parce que même si on a des sentries chez différents cloud providers, à la fin c'est AWS, Google Cloud, DigitalOcean et autres, mais avec ces infrastructures providers comme Bison Trails par exemple, donc les barrières techniques à l'entrée tombent, n'importe qui peut lancer son propre validateur. Mais si Bison Trails est down, c'est possible que tous ceux qui soient sur Bison Trails soient down aussi, par exemple.
Son business trade utilise Google ou Cloud, et comme on utilise tous Google ou Cloud, on va sûrement être down aussi. Il y a eu des réseaux où Blockdaemon et Business Trails eux seuls avaient 70% des nodes dans le réseau. D'accord. Donc les gens ont choisi ces deux solutions pour déployer leur node de validation. Je ne sais pas exactement quel réseau c'était, mais... Après, on a encore quelques validateurs, on a des data centers, choses comme ça, mais je pense que c'est une minorité. Et du coup, n'importe qui avec des compétences techniques suffisantes peut, en utilisant ces solutions, déployer des nœuds. Ou je demande parce que sur Tezos, par exemple, il faut 8000 thesis pour avoir un validateur. Après, et juste au niveau du design. Après, oui, techniquement parlant, oui. Techniquement parlant. Mais économiquement parlant, c'est pas forcément viable. Voilà. Parce que Business Trails vont sûrement charger 500 000 euros par mois, 500 euros peut-être. Je crois que j'ai entendu dire que c'est dans les 800, 20 000 euros. Donc pour arriver à 1000 euros sur l'année, par exemple sur Tezos, il faudrait au moins déjà avoir 100 000 dollars de délégation. 100 000 dollars de et charger 10%. Et charger 10%. Ouais. Pour avoir. Avec une inflation de 10%. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Ouais. Okay. On dit souvent que si vous avez une équipe dans la validation, quand une entreprise vous dit j'ai une équipe de 4 personnes, si c'est que de la validation, et si vous prenez un salaire moyen de 100 000 dollars, c'est-à-dire qu'elle doit toucher, elle doit devoir à peu près 40 millions de dollars d'asset under management. Ouais, voilà. Okay. C'est à peu près grosso modo. Quoi. Sinon, c'est-à-dire que les gens ne sont pas payés. Voilà. Et peut-être une question un petit peu différente pour Antoine. Ouais. En construisant la blockchain IOV, vous avez imaginé le staking un petit peu différemment et là, ça rebondit sur ce que disait Gauthier. Finalement, designer une blockchain, c'est une question de trade-off. Et vous avez décidé de limiter le nombre de stakers de validateurs qu'il y aurait au début. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous pensez que ça faisait plus de sens? Oui. Quand on démarre une blockchain, on souhaite pouvoir rémunérer correctement tous les acteurs qui vont constituer cette blockchain. Quand en fait, c'est comme on démarre un business, on veut être sûr que nos premiers clients ils soient bien servis. Donc, limiter le nombre de validateurs au démarrage d'une chaîne, ça permet d'être sûr au moins que tous les acteurs vont pouvoir être rémunérés correctement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que dans l'écosystème des validateurs, mais je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça, c'est que sur des blockchains où il y a énormément de validateurs, il y en a beaucoup qui gagnent pas du tout leur vie. Et on a finalement très peu qui gagnent bien leur vie. Et justement au fait que les taxes, il y a une compétition au niveau des fees, et donc finalement il y a énormément de gens qui sont attirés par charger le moins de fees possible, mais malgré tout ils ont aussi des coûts fixes. Donc à l'initiative de nos blockchains, on voulait faire en sorte déjà de faire un business qui fonctionne, c'est-à-dire une économie du token où en fait on peut rémunérer, et sans être d'une façon artificielle, mais avec la vente du token, de pouvoir rémunérer en fait tout l'écosystème. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de démarrer avec peu de validateurs, en sachant qu'après on peut toujours augmenter le nombre. Mais ce qu'on souhaitait aussi, c'est qu'à partir du moment où on augmente le nombre, finalement ça voulait dire aussi qu'on gagne plus en termes de revenus, de product fee, et du coup ils sont redistribués de façon équitable. Parce que la blockchain IOV est orientée autour d'un produit, c'est ça. Que du coup c'est plutôt comme un business, alors que Cosmos c'est peut-être plus une infrastructure. C'est le même principe, Cosmos. Sur l'IBC, le product fee IBC est censé rémunérer, au-delà de l'inflation, mais il y a un product fee, il va y avoir un product fee sur IBC. Alors, sur IBC, on pourra peut-être en parler après, je sais pas, mais parce que je voulais juste d'abord réagir sur l'aspect Business Trails et centralisation des validateurs. Moi, je vois pas ça comme un risque majeur, parce que ce qui compte, c'est les gros players, est-ce qu'eux, ils ont leur propre infrastructure? Et moi, quand j'ai parlé avec les échanges centralisés, ils opèrent quasiment tous leur propre infrastructure en interne, justement parce qu'il y a ce risque de slashing qu'ils ont envie de pouvoir maîtriser. Alors, Business Trails aura sûrement des clients, ça ne me fait pas de soucis pour eux, mais je doute qu'ils atteignent une masse critique importante. On verra, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ce sera plutôt pour les petits individuels, ou alors des fonds qui se lancent, ou des trucs comme ça. Sur Business Trails, ils ont quand même ils ont des échanges, c'est leur clientèle. Ils ont levé 12,5 millions. Mais je sais pas moi je sais que par exemple Coinbase, ils ont sur Cosmos, ils ont des validateurs qui ont plus de 5 millions d'atomes en stake. Je dis pas qu'ils n'ont pas d'échange, mais je pense pas qu'ils intégreront une masse critique qui représentera, je sais pas combien ils représentent, peut-être 5-10%. De toute façon, il y a des acteurs qui représentent 5-10% de toute façon. Voilà, donc il faudra voir s'ils arrivent à 20-30%, mais je pense que même eux, ils ne voudront pas arriver à une masse critique trop importante. Sinon, ils commenceront à avoir, à mon avis, des critiques de Ils s'en fichent tant que ça génère de l'argent.
Oui, mais tant que c'est génère l'argent. Mais enfin, ce qu'ils comprendront aussi, c'est qu'à partir du moment où ils arrivent à une taille trop importante, ils mettent en danger leur propre business. Donc il y a aussi ça. Bon, Binance, ils ont sur beaucoup de chaînes, ils ont pratiquement plus de 50% des tokens. Sur Tron, 56% du sur voting Loom, power. nous on est les plus gros sur Loom, ils sont juste devant nous, quoi. Oui, mais après, il faut voir si Binance tombe, est-ce que le réseau tombe, est-ce que le token va plonger. Enfin, il faut voir sur le long terme. Moi, je pense que sur le long terme, les écosystèmes ne sont pas assez décentralisés, je ne les vois pas être très résilients sur le long terme. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on finira dans un enfer centralisé et que toute cette expérience ne marchera pas. En tout cas, si on part sur le principe que les échanges qui sont à plus de 30% de stake vont pouvoir maintenir des écosystèmes sur le long terme et les gens vont faire confiance pour développer des applications qui ont des millions de dollars de manière décentralisée dessus. Peut-être, moi personnellement j'en doute, je pense que les écosystèmes qui marcheront le mieux, ce seront ceux qui feront l'effort d'avoir une certaine limite sur la centralisation des acteurs les plus importants, bien qu'on y aura forcément des acteurs plus importants que les autres. Mais je pense que les Ethereum, les Cosmos et Tezos qui ont à cœur de faire ça, s'en sortiront mieux. Voilà. Bon, après, c'est mon avis sur ce truc-là. Après, pour ce qui est de la profitabilité du staking aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment, enfin, c'est pas profitable de faire tourner des validateurs. Même si on a une commission à 10%, franchement, ça rapprend pas énormément, à peine le salaire d'un seul ingénieur. Donc, si on ne se paye pas, évidemment, c'est profitable, mais dès qu'on doit 1 ou 2 employés, ça commence à être difficile. De toute façon, le staking ne sera. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au bout du compte, aujourd'hui, qui est profitable aujourd'hui dans l'écosystème blockchain, il n'y a qu'une seule chose qui est profitable aujourd'hui, c'est la spéculation. C'est tous les acteurs qui tournent autour de la spéculation. C'est l'échange, évidemment, parce que c'est là où la spéculation joue. Et puis, évidemment, toutes les personnes qui investissent, puisque après, comme il y a de la spéculation, ils peuvent ressortir avec un gain. Et évidemment, les personnes qui font sécuriser, comme les ledgers, etc. Tout ça, ça rentre dans le monde de la spéculation. Demain, il faut voir quelles sont les applications décentralisées qui vont avoir des millions d'utilisateurs, ou alors des gros volumes de transactions en termes de valeur. Puisque c'est là que le staking va marcher, s'il doit marcher un jour. Le staking, au final, c'est quand on lock ses assets, on gagne de l'inflation, mais on gagne aussi des transaction fees. Et au bout du compte, l'inflation qu'on gagne, c'est uniquement sur des assets qui ont une valeur qui est liée aux futures transaction fees qui vont générer. Donc, uniquement si la chaîne fait des transaction fees, le token aura de la valeur sur long terme. Sinon, il n'y aura pas de valeur. Et voilà, le staking ne sera rentable que si les chaînes Proof of Stake arrivent à trouver des cas d'usage où il y a des transactions, soit peu de transactions avec des énormes volumes et des gros frais et des grosses commissions, ou alors des millions d'utilisateurs. Et ça, je pense que c'est le but final. Et c'est là où on va peut-être rentrer dans le monde de l'intégralité après, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'application Proof of Stake qui a énormément d'utilisateurs. La plus grosse application d'après dab.com, je crois, c'est Terra, qui est une chaîne Cosmos qui a 1,5 million d'utilisateurs. Casolo, on est un des plus gros validateurs dessus. Bon, ça rapporte un petit peu, mais honnêtement, c'est pas énorme. C'est pas assez pour payer un ingénieur pendant 1 an. Donc même si eux, ils ont 1,5 million d'utilisateurs qui font énormément de transactions, eh ben, on n'est pas encore à un niveau où c'est profitable. Donc il va falloir plein de chaînes qui sont toutes en proof of stake, qui génèrent tous énormément d'argent et qui ont beaucoup d'utilisateurs pour que ça puisse être profitable. Quels que soient les business qui tournent autour, etc. Puisque la spéculation, ça va durer qu'un temps. Hein. D'un moment, il va falloir avoir. Juste, est-ce que ça génère une question chez vous? Parce qu'on va peut-être passer. Ouais, j'ai plein de questions en fait. Mais peut-être une, ensuite on fait interopérabilité, on explique ce que c'est que l'interopérabilité, ensuite on fera une session. Une à la fois. Une ou 2 questions et ensuite on. J'ai une question par rapport au protocole Tendermint. C'était quoi le thought process qui vous a poussé à dire c'est 5% slashing en cas d'erreur d'identité DocuSign, c'est 21 jours de unstake, c'est 0,01% par heure de down. Est-ce que vous avez dit bon bah on va faire ça, ou est-ce que vous avez fait des analyses de risque sur ce type de comportement pour la sécurité de la chaîne? Non, donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, je me souviens très bien, on était dans une chambre d'hôtel à New York, et c'est Jay qui a dit bon, allez 21 jours comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour les 21 jours. Après, je dis ça comme ça, mais en fait c'est vrai qu'on s'est dit bon, 3 jours c'est trop court, 3 mois c'est trop long, bon 21 jours. Enfin, il faut aussi comprendre que Jay, lui, ça fait des années qu'il réfléchit là-dessus, donc il a quand même un certain passif. Il y a eu beaucoup de discussions comme ça, mais c'est vrai que Jay Cohen qui a initié le protocole Tendermint. Oui, Jay, excusez-moi, c'est le fondateur de Tendermint et le créateur de Cosmos à la base avec Ethan Buckman et Zaki.
Donc voilà, après pour les 21 jours, après pour les 5% et 0,1%, il y a eu des débats en interne. On n'était même pas sûr de se lâcher pour le fait de ne pas être online. Pourquoi? Parce que ça peut ouvrir des attaques de stake grinding, etc. Mais bon, en pratique, on a considéré que ce n'était pas un risque. Et pour le 5%, à la base, on voulait être beaucoup plus, on voulait être autour de 20-25%. Mais on s'est dit, bon, on va commencer à 5%. De toute façon, encore une fois, c'était de l'exploration. Donc, on ne peut pas arriver aux meilleurs paramètres d'un coup. Donc nous, de toute façon, notre approche, ça a toujours été de dire tous ces paramètres sont changeables, modifiables par la gouvernance. Et si on se rend compte que le slashing de 5% c'est trop élevé ou trop élevé, ben on changera avec la gouvernance. Pareil pour les 21 jours, pareil pour... Tous ces paramètres en fait sont mis dans la chaîne et peuvent être changés via une proposal de changement de paramètres. Donc on savait très bien qu'on s'aventurait en eau inconnue et il fallait bien commencer quelque part. Peut-être une autre petite question. Un protocole comme Tezos où il y a beaucoup de STO et la plupart des tokens c'est des security tokens. Donc il n'y a pas beaucoup de transactions. Donc le staking, comment il peut, ou le baking, comment il peut dire que là il va y avoir une croissance de baking et c'est rentable. Ouais, il y a des données publiques qui sont disponibles sur la chaîne. Le baking a beaucoup de succès sur Tezos. Il y a à peu près 70% des tokens qui sont verrouillés en baking. Donc on peut, avec je pense, à peu près plus de 500 bakers, donc on peut considérer que le protocole, de certaine manière, il est décentralisé et sécurisé. Après, est-ce qu'il va y avoir du yield? Comment dire, plus il y a de tokens qui sont stakés dans le réseau, qui sont verrouillés dans le réseau, plus le yield tend à diminuer, puisque c'est une incentive à locker plus ou moins de tokens dans le réseau. Donc, après, ça reste juste l'opportunité de ne pas être dilué. Hein. C'est pas non plus l'opportunité. Après, ça c'est les tokens de la chaîne. Mais le but en fait de ces blockchains-là, c'est d'arriver à ramener de l'utilité. C'est pas comme disait Gauthier, c'est pas spéculation. À l'heure actuelle, c'est spéculation. À part sur Ethereum où il y a beaucoup de ce qu'on appelle la DeFi, tout ce qui est produits financiers. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est ramener l'utilité. Il faut des projets qui arrivent sur la blockchain et qui arrivent à ramener les transactions parce qu'ils sont utiles. Parce qu'ils font quelque chose. Donc, par exemple, je ne sais pas, sur Tezos, il peut y avoir si c'est plutôt accentuer STO, plus tout ce qui est real estate, des ventes d'immobilier sur la blockchain, choses comme ça qui peuvent ramener des milliards de dollars de transactions. Et là, ça va donner de l'intérêt au token. C'est comme ça que ça va monter. C'est pas, au bout d'un moment, ça va être des bulles qui vont exploser, hein, comme les ICO qui se sont passés avant, s'il n'y a pas d'utilité qui sont ramenées sur les chaînes. Peut-être une dernière ensuite. Ouais, pas une question, c'était pour ajouter, quand tu disais les choix du validateur, si le validateur il propose de venir prendre les votes ou pas des délégataires, ça peut être il y en a qui préfèrent pouvoir voter ou pour avoir à la hauteur de ce qu'il délègue. Ou sinon, par exemple, le validateur, si lui il a le matériel physiquement qui n'est pas sur le cloud et qu'il utilise, je sais pas, une énergie propre, par exemple, ça peut aussi, vu que de base, par rapport au proof of stake, il y a plus une ambiance de ce côté-là plutôt que. Enfin, il y a plein de petites raisons comme ça. Il n'y a pas que le fil. Ah ouais, non, il n'y a pas que ça. Non. C'était les statistiques qui montraient que principalement les gens étaient intéressés par le fil. Mais après, il y a plein de critères. On délègue et ensuite on doit renvoyer vers deux adresses avec un certain pourcentage sur l'un ou l'autre, ce genre de choses. Ah oui, donc les validateurs peuvent se démarquer des autres en apportant des services complémentaires pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Il y en a qui demandent des choses comme ça. Okay. Ouais, par exemple, nous on offre aussi des bots, des chats sur Telegram qui vous disent quand est-ce que vous avez été payé. On fait aussi tout ce qui est accounting. On envoie un email avec vos stats, vos délégations, vous pouvez utiliser pour les taxes. Plein de choses comme ça, c'est pas. Bien sûr. Bon, pour fermer un peu le staking et passer sur la partie interopérabilité, peut-être Antoine. Oui. Ouais, l'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? C'est très vaste l'interopérabilité. Donc évidemment
plein de façons de voir l'interopérabilité au sujet de la blockchain. Les grands projets, donc, pour parler de Cosmos par exemple, qui sont en cours, donc, qui s'appellent travailler sur le protocole IBC qui permet en réalité de faire d'envoyer un token d'une blockchain A vers et de permettre en fait de créer une espèce de clone de ce token sur une blockchain B afin de justement permettre ce qu'on appelle la DeFi en fait, mais donc plein de protocoles qui permettent de pouvoir justement proposer des services autour de ces tokens afin de pouvoir les agréger, en faire d'autres tokens, une agrégation de tokens. C'est Inter-Blockchain Communication. Inter-Blockchain Communication, c'est ça. Ouais, je pense qu'IBC aurait besoin d'une plus grosse introduction. Ouais. Après, je sais pas ce que j'aurais. Ouais, si tu veux. Il faut peut-être commencer sur les origines de l'interopérabilité, tout ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'est dit j'ai envie de passer un token d'une chaîne à une autre En fait, déjà, la blockchain, moi je le vois comme une île souveraine. C'est-à-dire que finalement, c'est une façon d'organiser une économie. Et finalement, il y a de plus en plus de blockchains et finalement, chaque blockchain organise sa propre économie. Sauf que dans un monde qui se développe, souvent on a besoin de faire des passerelles entre ces économies, d'où la question de l'interopérabilité. Finalement, comment une économie locale, je communique avec une autre économie locale et comment finalement j'organise une économie mondiale, pour pouvoir donner un petit peu une métaphore. Donc l'interopérabilité, alors ça c'est au niveau de l'envoi de valeur. Après ça peut vouloir dire d'autres choses. On va beaucoup plus loin que simplement finalement envoyer des tokens d'une zone à l'autre. C'est encore plus ambitieux, mais l'interopérabilité au niveau de la blockchain, puisqu'on parle quand même la plupart du temps d'actifs digital, il s'agit de répondre à cette question. Si tu veux. Pour ajouter un peu de contexte, toutes les blockchains, comme tu le dis, c'est des économies locales en ce moment. Elles fonctionnent toutes dans leur silo, elles sont complètement déconnectées les unes des autres. La blockchain Bitcoin n'interagit pas avec la blockchain Ethereum. On ne peut pas transférer de la valeur, on ne peut pas transférer des messages. Maintenant, on peut maintenant. Oui. Il y a des mécanismes. Il y a quelques mécanismes qui se développent. Mais voilà, donc la thèse de l'interopérabilité, c'est de connecter tout ça, de créer un internet des blockchains. C'est ça. Peu, Cosmos le dit. Et c'est en fait pouvoir tokeniser par exemple une œuvre d'art sur la blockchain Ethereum, l'envoyer à une adresse sur la blockchain Cosmos, pourquoi pas via IOV, Starname, et payer les frais du transfert en Bitcoin. Ce qu'on peut absolument pas faire aujourd'hui. Pour le moment, on peut pas. Peut-être que tu veux rajouter un peu de... Ouais, je dirais que pour qu'on comprenne ce que c'est vraiment de l'interopérabilité dans le contexte de la blockchain, l'interopérabilité, ça existe depuis longtemps. Ça s'appelle les échanges centralisés. À la base, pour le cas d'usage, d'échanger un token d'une blockchain pour un token d'une autre chaîne. Évidemment, c'est pas idéal. Pourquoi ? Parce qu'on a deux écosystèmes décentralisés, on est obligé d'avoir un intermédiaire centralisé. Mais ça marche. Donc ça existe depuis ça marche quand ils se font pas hacker, quand ils t'empêchent pas de retirer des fonds. C'est pas idéal. Ouais. Pour la plupart des gens, c'est suffisant jusqu'à ce qu'ils se fassent hacker. Mais voilà, il y en a qui se feront sûrement plus hacker, je sais rien. Mais bon, ça marche pour les tokens, pour les échanges de tokens, et c'est un cas d'usage particulier. Encore une fois, ça marchait bien à l'époque, on avait quelques blockchains avec des tokens et voilà, beaucoup de spéculation. Là, on arrive on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait une appétence pour développer des applications décentralisées. Il y a des choses qui vont au-delà de la simple, par exemple, monnaie. Bien qu'il y ait beaucoup d'applications qui soient développées autour des monnaies. Mais il y a aussi d'autres applications qui n'ont rien à voir, comme des plateformes de réseaux sociaux décentralisés, des plateformes de stockage décentralisées. Il y a plein de types de plateformes qui sont en train de se développer. Et évidemment, ces plateformes ont besoin d'interagir les unes avec les autres. On a besoin de protocoles d'interopérabilité pour plein de choses. Même au sein d'une blockchain comme Ethereum, ils ont besoin d'interopérabilité entre les différents shards du futur Ethereum 2.0. Ils vont avoir besoin de protocoles pour que ces shards puissent communiquer entre elles. Ces protocoles, c'est des protocoles d'interopérabilité. Pareil avec Polkadot, et pareil avec Cosmos, et pareil avec finalement le futur Internet des blockchains. Il y a plein de manières différentes de connecter les blockchains, et tout ça, ça rentre sous le chapeau de ce que j'appelle l'interopérabilité. Maintenant, IBC, peut-être que je peux parler d'IBC un petit peu. IBC, c'est le protocole Cosmos, qui est développé, c'est pas le protocole Cosmos,
C'est le protocole qui a été développé voilà, par Tendermint pour faire de l'interopérabilité entre chaînes hétérogènes. Alors, IBC, contrairement à ce que... c'est pas un protocole d'échange qui est uniquement pour l'échange de tokens. IBC, c'est un protocole d'échange de messages. Comme un TCP/IP. Le TCP/IP, c'est pas fait uniquement pour HTTP. Ça marche aussi pour FTP et pour plein d'autres applications. IBC, c'est pareil, c'est quelque chose de vraiment bas niveau qui définit c'est un protocole qui définit des conditions pour que deux chaînes, et chaîne, c'est pas forcément des chaînes Cosmos ou Tendermint d'ailleurs, ça peut être n'importe quelle chaîne qui répond à certains critères, qui sont la finalité. Bon, je ne vais pas rentrer dans les critères, mais. Et donc, une fois que ces deux chaînes, quelles qu'elles soient, ça peut être Ethereum, Cosmos, Cardano, même Bitcoin, avec Bitcoin, ne changera probablement jamais, donc ne sera probablement jamais compatible nativement avec IBC, puissent communiquer des messages entre elles. Je n'ai pas forcément détaillé en comment il marche, puisque ça reste assez technique, mais bon, voilà. Donc, disons que c'est un protocole de bas niveau, qui peut être implémenté par n'importe qui. D'ailleurs, il sera peut-être utilisé par Ethereum pour la communication entre shards, puisque encore une fois, la communication entre shards, c'est quelque chose qui s'ajoute par-dessus l'échange de messages. L'échange de messages est juste là pour définir quelles sont les règles d'échange de messages. Par-dessus, on peut dire, bon, bah voilà, maintenant on va construire un protocole de sharding par-dessus. Juste après, les shards, c'est dans le design de Ethereum 2.0 qui introduit le proof of stake. Il y aura cette notion de différentes bouts de blockchain qui vont vivre les unes en parallèle des autres, qui sont appelées les shards et qui communiquent les unes avec les autres. Des beacons. Des beacons. Chaîne, voilà, la beacon chain qui est la chaîne principale. Voilà, c'est juste pour le contexte. Maintenant, pourquoi on a besoin de IBC? Donc, rapidement pour la vision de Cosmos. Donc, la vision de Cosmos, c'est une vision où en fait on a des chaînes qui sont concentrées sur un cas d'usage, qui sont spécialisées. Et nous, c'est notre vision. La vision de chez Cosmos, c'est de se dire, on ne croit pas vraiment à l'idée que toutes les applications puissent se développer sur le même environnement. Nous, ce qu'on pense, c'est que chaque application, enfin la plupart des applications, disons, ont besoin d'avoir de la customisation sur l'ensemble du stack. Donc ça, c'est un débat, hein. Je ne dis pas que c'est une vérité. Mais nous, c'est ce qu'on pense chez Cosmos. Et du coup, tous nos outils permettent aux gens de développer leur propre chaîne de manière spécialisée, pour un cas d'usage. Évidemment, si on développe notre cas d'usage spécialisé et qu'on se concentre sur une verticale, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'autres outils pour que notre application fonctionne. Si je développe une application de réseau social décentralisé, je vais sûrement avoir besoin de stockage décentralisé. Je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et si je suis une application qui fait du stockage décentralisé, j'ai peut-être envie que d'autres gens qui ont développé d'autres blockchains l'utilisent, comme Filecoin ou SIA, deux applications de stockage décentralisé. C'est pour ça qu'on a besoin d'IBC, parce qu'en fait, si on rentre dans un monde avec plein de chaînes qui font chacun leur spécialisation, chacune leur spécialisation, ça ne veut pas dire, elles auront sûrement besoin d'interagir les unes avec les autres. Encore une fois, moi si je fais ma chaîne de réseau social décentralisé et que j'ai un token, j'ai pas envie non plus d'intégrer un échange décentralisé. Je vais utiliser un échange décentralisé qui existe dans une autre chaîne et permettre à mes utilisateurs de l'utiliser. Et donc toutes ces connexions entre chaînes spécialisées vont se faire, ont besoin d'un protocole qui soit générique. C'est-à-dire sur lequel, qui n'est pas vraiment de dire, qui ne soit pas contraint par exemple à l'échange de tokens, qui ne soit pas contraint à l'échange au sharding. Ce n'est pas un protocole qui a été designé pour un cas d'usage particulier, c'est un protocole qui a été designé pour développer n'importe quel type d'application par-dessus. Ça peut être des dérivatifs de staking token, ça peut être du sharding, ça peut être ce qu'on appelle de la cross-chain validation, c'est-à-dire le fait que par exemple, des atomes puissent sécuriser d'autres chaînes et on fait passer via IBC les messages de faute byzantine si on a une qui est commise sous une sous-chaîne. Voilà, les cas d'usage sont un peu infinis. Donc je veux juste préciser, voilà, IBC c'est vraiment un truc de bas niveau sur lequel on adresse aussi pour donc effectivement. Donc, tu peux en parler. Non, tout à fait. Non, donc IBC c'est des messages je pense que le premier cas d'usage c'est des actifs digitaux et le deuxième c'est ce qu'on appelle des NFT, donc effectivement des biens digitaux qui sont pas qu'on peut pas diviser. Non-fungible token. Donc c'est, je pense, les deux principaux cas d'usage que vise IBC, même si effectivement c'est des messages, donc ça pourrait avoir d'autres types de cas d'usage. Dans notre cas, nous, on vend un token qui s'appelle, on vend un produit qui s'appelle le Starname, qui est en fait une adresse humaine, un identifiant humain sur lequel on va connecter une liste de chaînes. Et effectivement, cet identifiant est comparable à un NFT. Donc effectivement, IBC, quand il sera connecté, on pourrait éventuellement envisager
que cet actif digital puisse être envoyé dans une autre blockchain afin qu'il y ait peut-être un second marché qui organise l'achat et la vente de ce bien. Donc voilà. Peut-être une question à chaud comme ça? Ou alors si quelqu'un veut rajouter quelque chose? Sinon on peut partir sur IBC pendant des heures, il n'y a pas de souci. Non, mais je pense que c'est clair à peu près pourquoi on a besoin d'interopérabilité. Je voudrais juste reparler un peu de l'interopérabilité parce qu'effectivement, à IBC, c'est une vision de l'interopérabilité qui suppose que les chaînes entre elles adoptent le même protocole, et c'est un protocole, je pense, qui aura énormément de spécifications. Il y a d'autres types d'interopérabilité peut-être plus simples, alors moins ambitieuses et peut-être moins puissantes, mais entre autres, par exemple, l'Atomic Swap, qui est une version un peu moins ambitieuse, mais qui fonctionne tout autant et qui permet en fait effectivement à deux chaînes de pouvoir s'échanger des actifs digitaux sans devoir passer par un exchange, et ça de façon sans qu'il y ait une contrainte très forte au niveau des deux chaînes pour que l'échange puisse avoir lieu. Okay. Notamment un projet qui s'appelle Keep Network, qui a juste lancé il y a quelques jours un produit qui s'appelle TBTC, et ça normalement ça va, je pense, ramener énormément de market, de volume des échanges centralisés sur les échanges décentralisés, parce qu'en fait vous n'avez plus besoin d'aller dans un échange centralisé pour aller échanger faire du Bitcoin sur du Ethereum, qui sont les deux plus grosses chaînes à l'heure actuelle, et vous pouvez juste faire un swap comme sur Uniswap, et vous allez pouvoir bientôt faire un Bitcoin vers un Ethereum par exemple. Et c'est une énorme prouesse mathématique, quoi. C'est une solution sécurisée et décentralisée de faire vivre des bitcoins sur la chaîne Ethereum. C'est-à-dire en fait que vous pouvez en fait aller staker vos bitcoins. Si vous n'avez pas envie de les vendre, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui veut être long, qui pense que Bitcoin va partir en valeur, va monter encore. Vous les stakez, mais quand vous avez envie de les utiliser, donc vous allez les staker sur un smart contract, sur le réseau qui s'appelle Keep Network, et ils vont vous passer un token, donc qui est sur la chaîne Ethereum, qui représente votre bien sur la chaîne Bitcoin, et après vous pouvez faire tout ce qui est accès aux produits décentralisés financiers de la chaîne Ethereum. Par la suite avec IBC, il y aura aussi beaucoup plus d'exemples, et ce qui vous permet en fait de rester avec vos Bitcoins tout en profitant des outils sur la chaîne Ethereum à l'heure actuelle. Je pourrais par exemple mettre mes bitcoins en collatéral d'un prêt sur MakerDAO et générer des DAI. Sur Compound, vous pouvez générer 10% sans sortir vos bitcoins. Ça, c'était un truc qu'ils ont travaillé depuis 4-5 ans quand même. C'est un gros truc. Et l'équipe derrière, c'est des mathématiques, hein. C'est très très puissant. Ok. Et Moi, je pense que le problème des communications inter-blockchain, c'est que le danger, c'est l'imagination sans limite des spéculateurs et des petits malins qui vont lancer un produit avec du leverage et du flash loan et comme ce qui s'est passé dernièrement. Ça me va droit au cœur, le petit malin. C'est de la finance exponentielle. Non, mais c'est ça. C'est pas la finance exponentielle, c'est pas la crise des subprimes, hein, parce que la crise des subprimes, c'était en fait, on savait pas ce qui était derrière ces produits-là. Donc ce qu'on appelle des dérivés de produits dérivés, des cubes de carrés. Moi, je parle en fait de gens qui vont penser qu'ils sont dans des systèmes avec des collatérales qui sont safe. Ah oui, mais c'est ça le problème. C'est pour ça que le prochain projet, quelqu'un qui veut vraiment créer un projet et faire un énorme succès, ça va être comment arriver à les traquer la véracité de ce qui est écrit derrière. Parce que si on commence à construire des produits dérivés et qu'on a ce produit-là, est-ce que vraiment l'underlying asset il vaut quelque chose, quoi? La chaîne est aussi forte que bien sûr, plus faible des bien sûr, exactement. Ouais. Si au milieu de celui qui arrive à faire celui qui veut faire un projet là-dessus, c'est énorme. Il pourra lever de l'argent très facilement. Donc, je peux réagir sur ça. Ouais, vas-y, réagis. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà sur la façon dont nous on construit IBC, c'est que bon, déjà, j'aimerais ne pas limiter les cas d'usage simplement aux dérivatifs sur les tokens. J'essaie vraiment d'insister sur le fait qu'IBC, c'est avant tout, enfin non même pas avant tout, c'est vraiment un protocole déjà qui a peu d'assumptions sur ce que les chaînes doivent faire pour l'implémenter, mais aussi qui est générique, donc qui veut pouvoir s'adapter à tous les cas d'usage. Évidemment, ça couvre ce dont on vient de parler, mais ça couvre, je vais répéter quand même, tous les trucs de
cross-chain validation, d'échanges. Par exemple, voilà, moi je fais un réseau social décentralisé, j'ai besoin de stockage décentralisé, j'ai besoin qu'il y ait des communications entre les deux chaînes, que ce soit au niveau des paiements, de la réputation peut-être, ça peut être plein de choses. Maintenant, au niveau de la finance exponentielle, ou juste le fait de dire je reçois un asset sur ma chaîne, par où il est passé, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui me garantit qu'il n'y a pas un des maillons qui va sauter, etc. Ça, c'est un problème de toute façon qui se posera dans n'importe quel système ouvert où il y a n'importe qui peut se connecter avec n'importe quoi. Ce qui ne sera pas le cas. Il y aura des chaînes qui vont quand même protéger leur endpoint. Ça ne va pas forcément être free for all. Mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que, donc, encore une fois, sur Cosmos, la responsabilité est remise sur l'utilisateur final. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur final qui doit comprendre quel asset il reçoit. Évidemment, on sait très bien que c'est impossible que les utilisateurs finaux comprennent. Mais c'est possible de tracer. Mais ça ne veut pas dire que la personne va faire l'effort de comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'on pense que ça va être le job des wallet providers ou alors des personnes qui font le front-end de vraiment intégrer ces nouvelles conceptions dans l'interface utilisateur. Et du coup, en fait, la question qui va se poser, c'est est-ce que it makes sense de garder l'immutabilité dans les blockchains? Mais il n'y a pas de l'immutabilité, ça n'existe pas. Moi, j'aime pas quand on me dit qu'il y a l'immutabilité. L'immutabilité, ni dans Bitcoin, ni dans n'importe quelle blockchain, ça existe. L'immutabilité, le fait qu'une blockchain soit immuable, c'est un spectre. C'est-à-dire que toute blockchain peut être cassée. Même dans Bitcoin, voilà, si j'arrive à avoir un consortium assez grand, je peux faire renverser n'importe quel bloc. Ou alors j'invente un ordinateur quantique dans mon coin, ou je sais pas, n'importe quoi qui peut, qui accueille des haches 10 000 fois plus vite que tous les ordinateurs actuels. Je suis un génie. Je peux casser l'immutabilité Bitcoin. Je peux aussi casser l'immutabilité Ethereum, mais pareil dans les blockchains proof of stake, il suffit que je corrompe le 2/3 des validateurs. L'immutabilité, ça n'existe pas. Donc voilà, après je pense que ça pose des nouveaux problèmes. Je pense que les gens ont été extrêmement déresponsabilisés dans la société. Après, c'est des questions de société de toute façon. Ça va au-delà de. C'est après, est-ce que la blockchain, c'est quelque chose. Voilà. Mais c'est intéressant ton truc parce que dans la finance traditionnelle, il y a une compagnie qui s'appelle Veritas, qui est la plus grosse boîte qui s'amuse à aller checker si dans le carbone offset, si les carbones existent vraiment, des choses comme ça. Mais par exemple, je pense que ce qui est décentralisé va apporter mieux que la centralisation sur certains aspects. Parce qu'en fait, par exemple, les échanges centralisés, Bitcoin, il a été démontré même avec Messari, comme tu le citais tout à l'heure, qu'en fait, le prix du Bitcoin, 95% il est faux. C'est du wash trading. Sur l'ensemble de tous les... Donc en fait, parce que les échanges centralisés reçoivent des informations d'autres échanges, et là, beaucoup d'échanges, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont pomper leurs tokens, ils vont faire du faux volume pour que les gens viennent et en fait trade les tokens. Donc 95% du prix du token, du prix du Bitcoin, apparemment, il serait faux. Donc, avec si on passe par des échanges décentralisés, on peut aller vérifier que les échanges ont bien eu lieu. Donc ça va ramener, mais ça encore faut-il qu'il y ait des gens qui les construisent, parce que c'est pas forcément évident à les mettre en place. Mais ça va être mieux, je pense. Et après, les gens les utilisent, après ça pourrait prendre des sortes de labels. Voilà, tel truc, c'est ce que fait Veritas. Il y a des petits malins qui arrivent et qui créent un token avec le même nom qu'un autre token. Ah oui, c'est ça. Mais par exemple, Veritas, il donne des labels. Dans la blockchain, c'est ça qu'il va y avoir. Il va y avoir des sortes de labels. Sachant que dans la blockchain, tout est beaucoup plus traçable et transparent. C'est-à-dire que dans la blockchain, on sait exactement quels ont été tous les points de passage. Par exemple, dans IBC, toutes les blockchains par lesquelles le token a transité, c'est ultra facile de le tracer. Après, théoriquement, oui, mais pratique. Analyser un flash loan qui a été fait, faut bien s'y connaître. Il y avait juste une question au fond. C'est faisable. Les principales solutions d'interopérabilité aujourd'hui, les avantages inconvénients de chacun. On va avoir du OneChain, du IBC, du Uniswap, et s'il y a d'autres solutions. Vous n'avez pas de d'autres technologies d'interopérabilité que IBC ou que Cosmos. Il y a peut-être un peu Kava avec leur stream. Je sais pas si c'est vraiment. Mais Gauthier, il n'aime pas trop citer les. Non, il y a Polkadot. Alors moi, il y a Interledger. Interledger un peu. T'as Polkadot qui est un projet intéressant aussi, l'écosystème Polkadot. Et la grosse différence avec Cosmos, au-delà du SDK, donc Cosmos a un super SDK si vous voulez lancer des solutions sur l'écosystème. Polkadot a Substrat qui vient aussi. Et Polkadot a adopté un modèle de shared security où en fait les validateurs de la main chain qui s'appelle Relay Chain sont aussi les validateurs des parachains. Alors que sur Cosmos, on a le main hub et après chaque hub doit bootstrapper lui-même sa communauté de validateurs.
Et donc, il y a plus de souveraineté dans l'écosystème Cosmos, alors que dans l'écosystème Polkadot, il y a plus, il y a moins de souveraineté au niveau des chaînes interconnectées à l'écosystème. Après, la shared security dans Cosmos est optionnelle. Ça veut dire que le défaut c'est souverain et l'option c'est shared security, une fois qu'il y aura IBC évidemment. En Polkadot c'est l'inverse. Le défaut est shared security et optionnellement on peut être souverain. Donc c'est des choix de design Voilà, c'est différents. des choix de design Et différents. les utilisateurs vont décider de ce qu'ils préfèrent. Sachant que les développeurs, mais les développeurs sachant que le protocole de Polkadot qui s'appelle ICMP est vraiment designé pour de la communication entre parachains, c'est-à-dire chaînes qui partagent un même set de validateurs sous-jacents, parce que IBC est designé sans assumption sur est-ce que c'est le même set de validateurs ou pas. Sachant que ICMP pourrait utiliser, va peut-être utiliser IBC en tant qu'encore une fois couche fondamentale, puisque IBC est un niveau en dessous de ICMP. À terme, tous ces protocoles en fait, vont être amenés à communiquer ensemble. Mais pour l'instant, il n'y en a aucun qui est live, à part sur Ethereum avec par exemple Plasma Chain par exemple. Par exemple, il y a... OneChain. Je connais même pas. Moi, je connais pas extrêmement bien leur système. Je saurais pas dire. Non. Je connais OneChain, mais j'ai vraiment pas lu. Je sais pas. Parce que, encore une fois, nous, chez Cosmos, on se concentre pas sur le cas d'usage financier. C'est un cas d'usage possible, mais il n'y a pas que ça dans les cas d'usage qu'on adresse. Après, dans le cas d'usage financier, OneChain, je connais pas. Je sais qu'il y a Interledger aussi. Il y a un autre protocole qui est développé par Ripple, qui est très intéressant, moi je trouve. Une sorte de Lightning généralisé. Ouais. Mais voilà, encore une fois, c'est un cas d'usage financier, de transfert de tokens. Donc sur les cas d'usage financiers, il y a plein de trucs. Tu dois y aller. Non. Voilà. Antoine, tu veux... Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question en plus. Quand tu mets ton validateur à 0%, étant donné que tu ne récupères pas de la reward par exemple sur Cosmos parce qu'elle part directement chez les. C'est directement dans tous les délégués, comment tu fais pour créer des produits financiers C'est une bonne question. En fait, on a fait 0 parce qu'on n'avait pas encore les produits financiers. D'accord, ok. Donc là, on a augmenté les fees parce qu'on va normalement pour Ethereum ECC à Paris réalise les produits dérivés. Le but en fait c'est que si vous stakez chez Stake Capital, on vous donne en fait du cash en retour. Et ce cash là en fait c'est parce qu'on va vendre les intérêts sur le marché qui ont été générés, soit en dollars, choses comme ça, et après on vous le redistribue à tous ceux qui ont participé à déléguer chez Stake Capital qui participent pour après monter nos autres projets en fait. Donc c'est surtout ça en fait, on vous fait devenir... On partage tous nos fees. En fait, si vous déléguez chez nous, notre but en fait, c'est qu'on vous redonne ce qu'on vous a pris via du cash. Un fonds proof of stake décentralisé. Voilà, c'est un mutual fund. En fait, quand on délégue, la reward elle est utilisée pour faire du trading, générer du rendement. Voilà. Et après, vous redistribuez les choses. C'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que voilà. C'est pas que je veux pas que vous déléguez chez les autres. Mais si vous déléguez chez nous, on vous donne du cash en retour. Nous, on vous donne des tokens. Mais c'est ça qui est intéressant. Entre le cash et le token, fiat. Moi, avec le mien, vous achetez un café. Avec le token. Si tu stakes pour $1000 de Cosmos, tu reçois à la fin de l'année pour $100 de Cosmos, ce qui est faux parce qu'en fait, en fonction de l'évolution de la valeur du capital. Je te dis si l'asset ne bouge pas en valeur, forcément. Si l'asset ne bouge pas. Après, sinon, le discours il dure. C'est toujours modulo, la volatilité. Voilà. Extrêmement important. Mais par contre, le cash il sera jamais modulo. Exactement. C'est ça le truc. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, je te fais hedge sur ton risque en sortant directement. Ça coûte combien le hedging? En fait, ton principal, tu le hedge, voilà. Ce qui fait que. Et derrière, c'est le rendement sur la reward. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, en fait, c'est qu'en augmentant le fee, en fait, tu peux sortir ton yield. En fait, tu peux arriver en fait à te short ou à te long sur ton principal. Ouais. C'est la beauté du chose. Peut-être une question. Avec la IBC, comment le token, je ne comprends pas le mécanisme de token sans une échange que ça peut traverser une chaîne à autre. D'accord. Pour moi, c'est. Je suis sûr. Non, mais il n'y a pas de transfert de token. Ça pourrait pas marcher. C'est conceptuellement impossible. Non, ce qui se passe, c'est que
En fait, IBC, c'est un protocole, bon, vraiment, je ne rentre pas dans les détails. Rapide. Le but, c'est que chaque chaîne en soi fasse tourner un light client de l'autre. On a une sorte de light client décentralisé qui se fait de manière. Voilà. Et donc, en fait, on va locker les assets. Là, je parle d'une application d'IBC, encore une fois, parce que IBC est un protocole d'échange de messages, et là, on parle de l'application de transfert de tokens d'une chaîne à l'autre, construite par-dessus IBC. Donc, pour cette application particulière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer les tokens sur la chaîne. D'accord ? Une fois que ces tokens sont bloqués, on peut générer une preuve que la transaction de blocage a été incluse dans le bloc. Avec cette preuve de Merkle, donc une preuve, comme l'autre chaîne en fait vérifie les headers des blocs en mode light client, elle est capable de vérifier des preuves de Merkle de la chaîne originale. Donc on envoie une preuve de cette transaction. Une fois que la preuve de la transaction a été reçue, alors après il y a des hacks, etc., des allers-retours, mais voilà, et une fois que tout ça a été fait, en fait, on va générer un asset qui représente l'asset sur la chaîne originale. Qui est une copie de l'asset qui est frisé sur la chaîne. En gros, c'est un asset avec le risque du locage. Et donc cet asset n'est pas exactement le même que l'asset originel. Il dépend de la confiance qu'on a dans les deux chaînes, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus que la confiance dans la chaîne originelle, on a la confiance aussi dans la chaîne réceptrice. Donc c'est pour ça que quand on ajoute un palier de confiance, cet asset sera probablement un petit peu moins valorisé que celui de la chaîne originelle, puisque le marché comprendra sûrement qu'il y a plus de potentiel risque. Mais globalement, c'est comme ça que ça marche. Et une fois qu'on veut revenir sur la chaîne originelle, on envoie une transaction sur la chaîne où on avait créé ce nouvel asset. Donc encore une fois, on a des back-end force, et après, on détruit cet asset qui a été créé et on release l'asset original sur la chaîne. Une question là-bas. Niveau régulation, comptabilité, tout ça, les taxes, ça marche. C'est un des challenges de l'écosystème. Même au niveau juste de... Bon, c'est pas minime, hein. Je sais pas combien, mais la majorité des validateurs, ils ont entre je sais pas, 10 et 50 millions de dollars à cet under management. Donc, Ah oui, bien sûr. Je veux dire, tu peux être très bien dans ta chambre et avoir 10 millions de dollars en responsabilité. Alors, est-ce que c'est minime ou pas, je sais pas, mais... Attention, il y a pas non. Il y a des régulations sur la custody qui existent déjà. Dans la majorité des protocoles Proof of Stake, en tout cas ceux sur lesquels on opère, il n'y a pas nécessairement de custody. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possession de vos tokens. C'est une autre question sur laquelle je disais qu'il y avait une différence entre Cosmos et Tezos. C'est que sur Cosmos, on n'a pas de... En fait, les distributions de rewards sont automatiques. Alors, d'après ce que je sais, sur Tezos, c'est le validateur qui doit initier une transaction. Il y a la custody des rewards. Pour nous, il y a une custody reward. En tout cas, il y a besoin d'avoir une action de la part du validateur. Pour nous, chez Cosmos, on pense que ça pose un risque. Ça peut poser un risque du point de vue de régulation, parce que peut-être on peut considérer le validateur comme qui transfère de l'argent. Alors chez Cosmos, c'est automatique. Donc en fait, le validateur ne peut rien faire, ni pour la custody du principal, ni pour celle des rewards. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. C'est un prestataire de service pur. Ça a amené certains services, notamment en Hollande, TZ Dutch, à fermer boutique parce qu'ils se sont fait approcher par les régulateurs en disant attention, le moment où vous avez généré les rewards des personnes qui vous ont délégué, vous avez la custody et ensuite vous l'envoyez vers eux. Donc ça, c'est une transaction. C'est de ça que tu parlais. Donc il y a plein de challenges. C'est un peu un genre de dividende. Voilà. Il faut avoir un peu de réglementation. Ah bien sûr. Si tu gères En fait, c'est exactement comme moi, je compare ça à chaque fois. Je donne l'exemple d'un achat immobilier et quelqu'un qui va apporter un service de rentabilité. Airbnb. C'est des services régulés. Alors, pourquoi en fait qu'on dise Cosmos ou Tezos? Cosmos, c'est l'intérêt qui est distribué automatiquement. Tezos, non. Je pense que c'est un peu joué sur les mots à l'heure actuelle parce qu'en fait, c'est juste que les régulateurs n'ont pas encore regardé, quoi. Ils sont vraiment sur Bitcoin, ICO, là ils sont encore déjà 4-5 ans en arrière. Mais après, quand ça va arriver, oui, forcément, quand on regarde le business, on fait des produits financiers, on distribue des intérêts aux gens, ça pose des questions de régulation. Faut pas, comment vous comptez aborder les mutual funds, les gros hedge funds qui justement s'intéressent à ça? Ah nous, on est domicilié dans des locations qui permettent ce genre de structure. Ouais.
Après, tu viens me voir à la sortie, on peut en discuter. Ouais, je pense. Tu veux finir, clôturer? Non, mais après, pour revenir là-dessus, chaque détenteur de token aussi doit voir auprès de son propre écosystème, propre pays, propre fiscalité. Il a lui aussi sa responsabilité. Ok, bon, bah, je pense qu'on va clôturer ici. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'être venus et merci encore au garage de nous accueillir et à PES Baker d'avoir organisé cette soirée. Ce garage.